Il y a presque un an, jour pour jour, les manifestants du Maïdan à Kiev chassaient du pouvoir le président Viktor Yanukovych. Puis, rapidement, les événements ont déboulé avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Puis, dès avril, une guerre contre les rebelles pro-russes dans l'est du pays, armée, appuyée par le Kremlin, même si Moscou continue de le nier officiellement. Donc, 2 accords de paix plus tard, Minsk I et Minsk II, la guerre continue et les capitales occidentales jonglent, se demandent encore bien comment faire pour mettre fin, pour régler ce conflit. Donc, pour discuter de la question, j'ai avec moi aujourd'hui Katia Piskunova, qui est chargée de cours à l'Université de Montréal, spécialiste de la Russie et membre du Cerium. Bonjour. Bonjour. Et Jocelyn Coulon, directeur du réseau de recherche sur les opérations de paix à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, question pour vous deux. Pour Washington, Londres, Berlin, Paris principalement, le conflit en Ukraine ressemble vraiment à un nœud gordien. D'une part, c'est comme si on se demandait si on devait préserver les bonnes relations avec la Russie ou, d'autre part, défendre Kiev et l'intégrité de son territoire. Donc, selon vous, est-ce que c'est véritablement un nœud gordien ou le tranché? Que privilégier exactement? Je pense que les deux objectifs ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire maintenir des liens avec la Russie tout en défendant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et je prendrai comme exemple Chypre. En 1974, la Turquie, membre de l'OTAN, envahit le tiers de l'île de Chypre. Et ça fait 40 ans qu'il y a des négociations pour réunifier ce pays, ce qui ne l'a pas empêché de devenir membre de l'Union européenne. Donc, il y a un membre de l'Union européenne qui est occupé, en tout cas une partie de son territoire est occupée par un membre de l'OTAN. La Turquie n'est pas sous embargo. Donc, on peut maintenir les relations avec la Turquie tout en réclamant le respect de l'intégrité territoriale de Chypre. C'est la même chose, je crois, pour l'Ukraine. Mais évidemment, là, on est entré dans un conflit qui est surdimensionné parce que la Russie, c'est une grande puissance. Oui, et disons-le, le conflit à Chypre n'est pas réglé, c'est-à-dire que le problème est toujours là. Il est toujours là, ça fait aussi. 40 ans qu'on négocie, et j'ai bien peur que sur l'Ukraine, on va négocier encore quelque temps. Oui. Je trouve l'exemple très pertinent, mais je pense qu'il y a encore un aspect qui malheureusement est négligé par plusieurs commentaires. Un peu partout à l'Occident, c'est la dynamique interne du conflit ukrainien. En Ukraine. En Ukraine. Donc, je trouve que c'est absolument pertinent de le prendre en considération parce que on a presque un cliché politique et journalistique de dire pro-russes, les rebelles pro-russes. Moi, je dirais que ce sont surtout des rebelles anti-Kiev. Et c'est cette dimension qui n'est pas vraiment considérée par les experts en matière. Et je pense que c'est à tort, parce qu'on se retrouve dans une impasse présentement. Il y a effectivement 2 accords de paix qui ne fonctionnent plus, qui ne fonctionnent pas. Il y a à peu près plus de 5000 morts déjà. Il y a des familles démantelées, il y a des maisons détruites, c'est une vraie guerre. Et ne pas prendre en considération ceux qui opposent véritablement les gens de Donetsk et de Lugansk à Kiev, pour moi, c'est une erreur grave qu'on est en train de commettre. Donc, Kiev aurait une responsabilité, mais en même temps, dans les accords, il y a justement une demande pour décentraliser le pouvoir, pour donner plus à Kiev, pour en donner davantage aux régions. Donc, est-ce que ce n'est pas le signe que c'est quand même un problème qui est reconnu par la communauté internationale et les puissances occidentales? C'est un peu à mon goût pour l'instant, mais effectivement, la chose qui cloche le plus dans la situation présentement, c'est que Kiev continue de considérer la guerre civile qu'on vit maintenant en Ukraine, il appelle ça une opération antiterroriste. Et les mots ne sont pas anodins. Une fois que tu dis une opération antiterroriste, suite, on ne négocie pas avec des terroristes, donc la porte de négociation directe entre les rebelles et Kiev est complètement... elle est entrouverte depuis Minsk II, mais je pense que cette ouverture n'est pas aussi grande. C'est vraiment nécessaire, depuis le début de ce conflit, je le répète, il faut absolument les mettre à table et les faire parler les uns aux autres. C'est ça, pour moi, une clé à la solution du problème. Oui, je sais. Il y a une partie de toute l'information diffusée par les Occidentaux qui relève pratiquement de la propagande ici. À quel égard? Bien, justement, ce que ma collègue disait, on caractérise les gens d'abord comme des pro-russes, alors qu'ils sont des anti-Kiev,
qu'ils ont des revendications légitimes par rapport au gouvernement de Kiev. Et deuxièmement, la stigmatisation, la diabolisation qui passe par l'utilisation du mot terroriste. Oui. C'est ce qu'on a fait en Irlande du Nord pendant très longtemps. Et évidemment, on n'arrivait à rien jusqu'à ce qu'à un moment donné, le gouvernement de Tony Blair dise « oui, on va parler à des terroristes. Maintenant, ils vont devoir renoncer à un certain nombre de choses pour que nous puissions engager la discussion vers l'accord de Good Friday il y a quelques années pour rétablir la paix en Irlande du Nord. Donc, il y a des mots et il y a des gestes à poser. Maintenant, évidemment, là, on est dans le conflit. Alors, les émotions sont à fleur de peau. Le nationalisme est extrêmement exacerbé d'un côté comme de l'autre, et c'est très difficile de mettre un peu d'eau froide là-dessus. Absolument. J'étais à Kiev il y a 2 semaines, et c'était palpable à Kiev de voir ce sentiment très dur à l'égard de la Russie, mais aussi justement les termes repris, là, guerre contre les terroristes. Et puis, bon, il y avait une animosité assez claire. Mais là, dans tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, on oublie, ou enfin, on n'a pas encore parlé du rôle de la Russie. Parce qu'évidemment, ce qu'on dit également à Kiev, c'est que ce conflit-là n'aurait jamais pris cette ampleur sans que la Russie s'immisce dans cette partie. Et c'est là que le problème diplomatique entre la Russie et l'Occident survient. Il y a une autre guerre de propagande qui est celle de qualifier le gouvernement de Kiev de fasciste, de nazi. Oui, de prendre quelques petits éléments radicaux et d'en amplifier l'influence. Et des surdimensionnés. Et tout le monde sait que ce que Poutine a fait en annexant la Crimée, par exemple, c'est un crime contre l'ordre international établi, en tout cas depuis 1945, en particulier en Europe, parce que ce genre de choses s'est aussi passé dans le reste du monde. Mais maintenant, on est face à cette situation. Une grande puissance décide de faire quelque chose, au même titre que les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak sans demander la permission à personne. Ils n'ont pas été punis. Et donc, quand une grande puissance prend certaines choses entre les mains, c'est très difficile qu'elle se retrouve perdante. Et là, il faut trouver une voie pour calmer le jeu, rétablir les liens avec la Russie et surtout s'occuper de l'Ukraine, qui est un des pays les plus pauvres d'Europe après l'Albanie. Ça, il faut le rappeler. Oui, le plus corrompu également, qui a une pléthore de problèmes. Avec un potentiel immense quand même, parce qu'après le démantèlement de l'Union soviétique, l'Ukraine a été considérée par l'Occident, entre autres, comme un pivot un peu occidental dans l'espace post-soviétique. Il a un potentiel économique extraordinaire, agricole, industriel. C'est un pays qui aurait dû, en fait, être prospère et riche, ce qui n'est pas arrivé. Sauf que je crois que les élites ukrainiennes portent une lourde responsabilité dans le pillage et le saccage d'un pays. Regardez ce qui est arrivé quand même avec la Pologne, la République tchèque, la Croatie. C'est quand même des pays qui se sont relevés, se sont réformés. L'Ukraine, 45 millions d'habitants. Je veux juste citer une anecdote. Lorsque le Conseil des ministres a été formé il y a quelques semaines, on n'a pas trouvé, sur 45 millions d'habitants, 3 personnes pour occuper les postes de ministre des Finances, de l'Économie et de la Santé. On est allé les chercher à l'étranger. C'est quand même incroyable. Quoique l'interprétation sur place de ce geste-là était justement d'envoyer le signal qu'ils étaient prêts à mener des réformes pro-occidentales également, et aussi de les mettre à l'abri de la corruption, puisque tous les... Donc, ça veut dire que tout le monde est entre guillemets pourri, à tel point qu'on ne peut pas trouver des gens qualifiés pour occuper ces postes. Je crois qu'il y avait une façon d'envoyer un signal également. C'est possible. Mais revenons au conflit dans l'est du pays, quand même. Là, il y a des voix qui s'élèvent, et puis François Brousseau, dans Le Devoir ce lundi, suggérait, avançait l'idée que peut-être il faudrait prendre acte de la situation et dire peut-être que ces régions-là, dans l'est du pays, sont perdues. Il faudrait les concéder et abandonner l'idée de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et faire cette concession. Que pensez de cette idée-là? Je pense que l'idée de fédéralisation, c'est la seule chose... sous une forme confédération, fédération, je ne sais pas quelle forme institutionnelle ça va prendre, mais c'est la seule façon de résoudre la situation. Ils ne vont plus vivre ensemble comment ils vivaient avant. La même chose, les relations entre la Russie et l'Ukraine ne reprendront jamais de la même façon que les deux pays ont cohabité. Oublions pas, la Russie, en soi, c'est la Russie de Kiev, Kievskaya Ruсь. C'est le berceau de la culture, de
de la nation russe, Kiev. Ça, c'est Ce qui expliquerait rompu. les intentions ou les ambitions de Moscou sur l'Ukraine, c'est ça? Je ne dirais pas que ça expliquerait les ambitions de la Russie sur l'Ukraine. Je ne sais pas jusqu'où vont ces ambitions. Je pense qu'ils sont quand même assez exagérés. La Crimée, entendons-nous, la Crimée est perdue pour l'Ukraine, au moins à moyen terme. On va voir ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que la Russie ait une volonté d'annexer, mettons, Donetsk et Lugansk. Ce serait une fardeau. Non, mais de s'assurer à tout le chose. moins que l'Ukraine ne bascule pas dans le camp occidental et qu'elle reste dans le giron. Ben, c'est un peu dans cette direction qu'on va. Si je lis bien les déclarations des leaders européens, non à une Ukraine dans l'OTAN, et puis négociation sur la question de l'intégration, ou en tout cas un lien fort avec l'Union européenne. Je voudrais revenir à la proposition de la fédéralisation, parce qu'il existe quand même un exemple, celui de la Bosnie. Oui. La Bosnie est un État séparé en deux. Il y a une structure fédérale, mais il y a deux entités qui protègent les droits et libertés des peuples qui l'occupent. Oui. Jusqu'à maintenant, par contre, Kiev s'est montré radicalement contre cette option et prêt à peut-être donner quelques pouvoirs, mais pas fédéralisés. Oui, mais les cartes ne sont pas dans les mains de Kiev. Les cartes sont dans les mains des Russes et, d'une certaine façon, des Occidentaux. Avant Minsk II, qui s'est entendu sur le dos des Ukrainiens? Merkel, Hollande et Poutine se sont parlé, puis ensuite ils sont allés à Kiev et ont dit à Porochenko, voici l'accord. Ça ressemble parfaitement à ce que Nicolas Sarkozy avait fait en 2008 en Géorgie. Il était allé à Moscou, puis ensuite il avait dit à Saakashvili, voilà, c'est l'accord, c'est à prendre ou à laisser. Ouais. C'est un peu le drame de Kiev. Il y avait un analyste américain qui disait, le problème de l'Ukraine, c'est que c'est un ami de l'Occident, mais c'est pas un allié. Voilà. Au sens stratégique et tout du terme. Jocelyn Coulon, Katia Piskunova, merci beaucoup. Merci.